Alors parmi les nombreuses théories, idées, pensées et autres concepts développés, explorés sur de nombreuses pages par Proust, bon bah, évidemment compliqué de ne pas commencer par évoquer le temps, hein, même si c'est loin d'être peut-être la principale, et en tout cas moi celle qui m'intéresse ou me touche le plus, reste que bon, elle est dans le titre, à la recherche du temps perdu, c'est celle qui inaugure l'œuvre, c'est celle qui la conclut. Donc même si entre les deux, il y a genre 3000 pages et qu'il se passe beaucoup d'autres choses et qu'il y a beaucoup d'autres sujets explorés et selon moi voilà, des plus intéressants et qui finalement parcourent beaucoup plus l'œuvre, bon, reste que le temps c'est le concept incontournable de la recherche du temps perdu et que Proust en fait effectivement la structure et même la métastructure de sa cathédrale, hein, puisqu'il qualifiait son œuvre de cathédrale. Donc cette cathédrale, même s'il y a plein de choses dedans très différentes, même si elle est composée de plein d'éléments différents et qu'elle est remplie de plein de choses diverses et variées, bah, sa métastructure, son squelette effectivement, c'est le temps, c'est une cathédrale du temps. Donc on ne peut pas se contourner ce sujet-là. Alors, au sujet du temps chez Proust, et de la façon dont ça peut être perçu par des personnes qui ne l'ont pas lu et ne le liront sans doute jamais, qui voient ça un peu d'extérieur, j'ai une petite anecdote qui est très révélatrice. Par ma double casquette littéraire intellectuelle d'un côté et puis geek de l'autre, par la diversité de mes activités et donc par ces dimensions entre lesquelles j'aime bien voyager, comme je le disais dans un podcast, entre pop culture et culture classique, et essayer de les réconcilier, bah, je suis amené à côtoyer non seulement effectivement parfois des intellectuels, des universitaires, des gens plutôt littéraires, lettrés, mais aussi bien des geeks, des personnes plutôt branchées jeux vidéo, japanimation, manga. Malheureusement, les uns et les autres, chacun campé dans leur domaine et souvent limité à ce domaine-là, hein. Voilà, moi c'est ce que je déplore surtout, c'est le manque en fait de variété dans les profils. Chacun est un peu cantonné à son stéréotype, mais bon, ça c'est autre chose et j'y reviendrai un petit peu plus tard par rapport à une théorie de Proust. Mais voilà, donc comme je suis amené en fait à côtoyer des geeks qui ne sont entre guillemets que cela, hein, vraiment avec tout ce qui se rapporte à l'imaginaire geek, et qui ont leur propre centre d'intérêt intellectuel, mais vous voyez, qui sont en cohérence avec ce profil geek. Les geeks, ce qui les intéresse, c'est pas la psychologie humaine, c'est pas la littérature classique, c'est pas des choses comme ça. Les geeks, ce qui les intéresse, du coup, c'est ce qui peut résonner dans leur univers geek. Et donc, c'est la science, c'est la technologie, c'est éventuellement les dystopies technologiques, etc. C'est l'astronomie, la physique quantique, voilà, ça c'est l'univers des geeks. Ils ont leur part de curiosité intellectuelle, mais faut que ce soit un petit peu geek quand même, vous voyez. Faut avant tout que ça les fasse rêver, que ça résonne avec leurs histoires de super-héros, de robots, de machin. Voilà, bon. Je garde mes réflexions pour un podcast que je prévois sur l'opposition entre science et littérature, entre science et sciences humaines, parce que voilà, bon, ces choses-là, moi-même, m'inspirent quelques pensées, d'ailleurs parfois un petit peu amères, mais bon. Et donc très révélateur de cette mentalité, je me souviens en fait avoir confié, quand on me demandait ce que je faisais en ce moment, comment ça allait, etc. Je me souviens avoir répondu à mes interlocuteurs geeks bah, qu'en ce moment, bon, ça n'allait pas trop les intéresser, mais que j'étais en train de lire La recherche du temps perdu de Proust. Et à ma grande surprise, en face, la réaction que j'ai eue, c'est ah, mais attends, mais non, ça nous intéresse, c'est cool, c'est très bien, mais attends, parle-nous-en. Je fais ah bon, bah, non, je pensais pas susciter un tel intérêt en parlant de Proust à des geeks, voilà, ok, très bien, bah, avec plaisir. Et là, la personne qui m'avait encouragé à en parler me pose cette question, me dit bah justement, moi, puisque tu lis Proust, moi, un truc que j'aimerais bien savoir, dont j'ai toujours été curieux, c'est quoi la théorie de Proust sur le temps? Parce que moi, voilà, j'écoute beaucoup de podcasts et je lis beaucoup de contenu sur le temps, sur la physique quantique, Étienne Klein, tout ça et tout. Et du coup, je suis curieux de savoir ce que Proust pense du temps et quelle est sa théorie là-dessus, son analyse. Et alors là, je suis resté comme ça interdit. Je me suis dit, ces geeks, ils ne jurent que par la science, ils ne pensent que science et ils ramènent tout à la science. Et même quand on leur parle d'un homme de lettres, de littérature, de poésie, de philosophie, ils pensent que Proust, à la recherche du temps perdu, c'est de la théorie scientifique, que c'est déjà de la physique quantique avant l'heure, sur ce que c'est que le temps. Ils pensent que Proust, tel un Einstein avant l'heure, s'est penché sur la définition du temps, fait des équations, nous donne son point de vue sur ce que c'est que la nature du temps, est-ce que le temps est arrivé avant l'espace, est-ce que le temps, machin, peut être la relativité, tout ça. Mais non seulement c'est pas du tout ça, mais en plus, Osef en fait, Osef, on s'en fout. Non mais vous avez pris Marcel Proust pour un frère Bogdanov ou quoi? Vous êtes cru dans Temps X? Parlons du temps aujourd'hui mon cher Igor. Tout à fait Greshka. Non mais c'est de la geekerie de merde, ça c'est de la geekerie scientifique de merde. Pour les gens en mal de religion, qui se disent pro-science mais qui en fait ont du mal à faire le deuil de Dieu et qui du coup cherchent des vérités absolues et une forme de mysticisme dans l'espace, dans l'univers, etc.
C'est à l'opposé total de la démarche d'un homme de lettres et d'un artiste comme Proust, qui n'a pas de mots assez durs pour décrire les œuvres qui s'emparent de la réalité, qui veulent juste décrire la réalité, qui veulent décortiquer le monde dans sa réalité physique, et qui ne veulent pas, au contraire, interroger le livre intérieur, déchiffrer le livre intérieur, ce qui est le rôle de l'écrivain, et s'introspecter et aller dans la psychologie, dans les pensées abstraites, dans les concepts, dans les sentiments. On parle d'art, là. On parle pas de science, et on parle d'humain. On parle d'humain. On parle pas d'univers, d'entité, de physique ou de chimie. Et c'est fou cette appétence des gens pour la science, pour ce qui est en dehors de nous, pour le réel, et ce désintérêt total, absolu, pour ce qui fait toute l'âme de la littérature. Et ce qui explique bien pourquoi ces gens ne le lisent pas, et pourquoi ils ne s'intéressent pas à l'art et à la littérature, pourquoi ça leur passe au-dessus de la tête, et pourquoi ils n'ont aucun idéalisme. C'est que c'est de ça dont il s'agit dans la recherche. Le temps dans la recherche, le temps avec un grand T, ce n'est évidemment pas le temps des physiciens, des astrophysiciens, de la physique quantique, d'Einstein, d'Hawking ou d'autres. Le temps chez Proust, il est observé, analysé, réfléchi dans ses effets sur les humains que nous sommes, sur nos vies. La façon dont le temps passe sur nous, dont il nous fait vieillir, dont il fait évoluer les gens, dont il transforme les gens à travers le temps, comment on le traverse, etc. C'est ça le temps chez Proust. C'est son effet sur nous, humains, sur nos relations. Est-ce qu'il nous rapproche? Est-ce qu'il nous éloigne? Est-ce qu'il renforce les relations? Est-ce qu'il les délite? Est-ce que le temps peut guérir? Est-ce qu'il guérit l'amour, les chagrins d'amour? Est-ce que le temps guérit le deuil? Est-ce que le temps nous fait évoluer, progresser, au contraire régresser, nous éteint? Le temps perdu, c'est celui bien sûr des souvenirs de notre vie passée, ce que Proust d'ailleurs appelle des paradis perdus. Proust dit qu'il n'y a de paradis que perdus. Les paradis sont forcément perdus, c'est ce qui fait que ce sont des paradis. Donc vous voyez, il y a vraiment ce rapport à la nostalgie, etc. Donc le temps perdu, c'est bien sûr le temps au sens une époque perdue qu'on ne retrouvera jamais. Elle est révolue. Proust explique bien que même si on retourne sur les lieux qui ont marqué une époque de notre vie, ça ne la fait pas revivre. Mais qu'en revanche, il y a des moyens accidentels de la revivre. L'intelligence, la réflexion, le conscient, les voyages, les déplacements sont impuissants à faire revivre cette époque. Mais qu'en revanche, parfois involontairement, une sensation, une odeur, une musique, quelque chose va déclencher la réapparition soudaine, très vivace de cette époque en nous. Et là, du coup, le passé rencontre le présent. Et en fait, il explique que c'est une expérience quasiment supratemporelle, extratemporelle. Justement, on est hors du temps, puisqu'on n'est pas dans le passé, on ne voyage pas dans le temps. C'est juste un passé qui revient à nous, mais nous, on est toujours dans le présent. Et en même temps, on n'est plus vraiment dans le présent, puisqu'on est dans le passé. Et en fait, pour lui, du coup, ça, c'est être hors du temps. Mais le temps perdu chez Proust, on peut aussi le comprendre d'une façon plus concrète, pratique, triviale quasiment, qui est le fait de perdre son temps. Et cela en partie par la procrastination, par le fait de sans cesse repousser le moment de se mettre au travail ou de faire ce que l'on voudrait faire ou ce que l'on devrait faire. Et c'est très important la notion de perdre son temps dans la recherche du temps perdu. Parce que le narrateur, il est très angoissé par cette idée. Et c'est quelque chose de très moderne et très contemporain, ça. Beaucoup de gens aujourd'hui sont angoissés par le fait de perdre leur temps. On court après le temps, on est angoissé, est-ce que je passe pas à côté de ma vie, est-ce que je perds pas mon temps? On entend beaucoup ça, aussi bien dans le travail que même dans les relations humaines amoureuses. Écoute, moi j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas à perdre mon temps avec quelqu'un, je dois avancer dans la vie, etc. Les gens se font une montagne de ça. Eh bien, perdre son temps dans la recherche, c'est une réflexion, une idée qui est très interrogée. Le narrateur a peur de perdre son temps. Le narrateur a une vocation littéraire, et il ne travaille pas, il n'arrive pas à se mettre au travail, il n'arrive pas à écrire. Il pense avoir la vocation, mais ça ne vient pas. Et du coup, les années passent, et passent, et passent, et il ne fait rien, et il ne se met pas au travail, et il n'écrit pas. Et il voit bien les années passer, et il voit bien qu'il ne produit rien, qu'il ne produit pas de chef-d'œuvre. Et du coup, il a l'impression de perdre son temps, littéralement, c'est du temps perdu pour lui. Jusqu'au moment où, à la fin, il ne croit plus du tout. Il se dit, bon, en fait, de toute façon, ma vie, c'est un vaste gâchis. Finalement, j'ai pas de talent, je produirai jamais rien. Cette sensation, en partie due à la procrastination, qui fait tant culpabiliser le narrateur de la recherche, et en fait qui a fait culpabiliser Proust, elle est très intéressante parce que c'est un mal très contemporain, encore une fois, très moderne. Même la procrastination, c'est un terme un peu tordu, alambiqué, et pourtant il s'est fait une place dans le langage courant aujourd'hui. Et c'est pas pour rien en fait que de nos jours ça a pris de telles proportions la procrastination. Parce que tous les ingrédients sont réunis en fait. À la fois, on est dans une société qui va super vite, donc du coup il faut toujours aller très très vite, il faut toujours courir, donc en fait on s'essouffle, on s'épuise, et on finit par souhaiter que le temps, parfois, ralentisse, ou alors carrément s'arrête, voire se fragmente, comme on fragmente un disque,
avec plusieurs partitions. Une partition vie privée, une partition travail, une partition loisir, etc. Et cette envie, ce besoin de ralentissement, d'arrêt ou de fragmentation du temps, eh bien des artistes comme Proust et même Baudelaire l'ont eu eux-mêmes. Et pour cause. Baudelaire et Proust avaient en commun d'avoir tous les deux, pour des raisons différentes, hein, l'un la syphilis, hein, Baudelaire, l'autre plutôt de l'asthme, Proust, mais d'avoir une santé comme ça assez fragile, hein, de ne pas être toujours en état d'écrire ou en forme, et de se savoir en fait condamné à plus ou moins court terme. Donc du coup en fait ça augmentait l'angoisse existentielle en fait du temps qui passe, puisque très littéralement, au sens propre, le temps leur était compté. Vous savez, ces fameux vers de Baudelaire, hein, dans le poème Le Guignon, dans Les Fleurs du Mal, qui sont cités indirectement par Proust dans Le Temps retrouvé, l'art est long et le temps est court. Ben voilà, justement, un art trop long dans un temps trop court, une espérance de vie trop courte, eh bien, ça crée comme ça ce sentiment d'urgence, d'angoisse par rapport au temps. Vous savez, avec le tic-tac, 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 hein, le chronomètre, le temps qui défile, on ne sait pas combien de temps au total on a. Imaginez passer une épreuve sur table, vous ne savez pas combien de temps vous avez pour l'épreuve, vous savez juste qu'à un moment donné, ça va être stop, vous levez la main, vous touchez plus votre crayon, vous arrêtez, et c'est fini. Et donc vous devez vous débrouiller, vous ne savez pas quand ça va sonner, mais vous devez vous débrouiller pour que ce soit fini avant que ça sonne, parce qu'après, bah, vous ne pouvez plus rien toucher. Bah, eux, ils ont un peu vécu comme ça l'écriture de leur œuvre, avec cette espèce à la fois d'angoisse, de hâte, et en même temps qu'il est paralysé sur place, et qu'il est poussé d'autant plus à la procrastination, parce que ça peut donner envie de temps en temps de laisser tomber, de dire bah, finalement je vais aller faire autre chose de plus agréable. Et là, Marcel Proust, pour revenir à lui et à son cas particulier, il a cette révélation, et il découvre enfin ce que va être la matière de son roman, il découvre enfin sur quoi il va pouvoir écrire, ça y est, il a trouvé son concept, il a trouvé son projet. Et ce qui est magnifique pour lui, c'est que cette découverte consiste en partie à réaliser qu'il n'a jamais perdu son temps. Le temps n'a jamais été perdu. Qu'en fait, même les moments où il a eu l'impression de ne rien faire, même les moments où il n'a fait qu'observer, être passif, se sentir dans l'inaction, juste ressentir des choses, et même tomber amoureux des mauvaises personnes, aimer des filles qui n'en valaient pas la peine, des êtres médiocres, stupides, qui l'ont juste fait souffrir, rencontrer des insignifiants, des gens qui l'ont pris de haut, qui lui ont fait du mal. Bref, il explique que toute cette souffrance accumulée et cette frustration avec des gens qui, a priori, avaient l'air de gens qui lui faisaient perdre son temps, qui n'étaient pas des gens de valeur, eh bien en fait, ça l'a nourri. Et ça a été comme un immense carnet de croquis grandeur nature, des gens qui ont posé pour lui, hein, c'est ce qu'il dit, ce sont ses mots, des gens qui posaient pour lui malgré lui, et qui lui servaient d'inspiration et qui lui faisaient emmagasiner des sentiments, des sensations, et lui faisaient découvrir en fait des terres inconnues, des sentiments qu'il n'aurait pas pu éprouver autrement. Et comme il le dit très bien, les périodes d'agitation sont faites pour conceptualiser, pour créer les œuvres, et les périodes de calme sont faites pour les écrire. Et maintenant qu'il a traversé ces périodes d'agitation, où il a fréquenté les gens, où il a été dans la mêlée des humains, il peut s'isoler enfin, et là il peut écrire son œuvre, vraiment travailler, être entré dans la dimension studieuse de la chose. Mais pour cela, il a bien fallu avant qu'il vive, qu'il se laisse vivre. Et donc ce qui semblait être du temps perdu, de passer son temps dans les salons, avec des gens effectivement qui disent des stupidités, avec des gens qui le blessent, à être avec des femmes qui le trompent, qui lui mentent, etc. Enfin voilà, des choses épouvantables. En réalité, ça a été autant d'expériences vécues, accumulées au service de ce qu'allait devenir une œuvre, qui avait besoin de maturer d'une gestation. Et donc, ce qu'on croyait être le temps perdu n'est pas du temps perdu. Donc, vous voyez, le temps perdu, c'est vraiment, il y a une polysémie autour de cette expression. C'est le temps perdu d'une époque perdue, révolue, comment la retrouver, la nostalgie, etc. Et en fait, que tout cela, ça n'a rien à voir avec la mémoire consciente, avec la mémoire volontaire, comme il le dit, ce que je vais développer après, mais au contraire avec les tropismes, les sensations, l'émotion, qui nous ramène à cette époque et qui nous fait sortir du temps, et c'est le temps perdu au sens perdre son temps, mais il n'a pas perdu son temps. Et à propos de cette idée du temps qui nous affecte en tant qu'être humain, qui nous change, nous transforme, nous rapproche, nous éloigne, nous influence, etc., et avec cette idée de mémoire, hein, du temps perdu, du passé qui nous hante éventuellement, qu'on essaie de revivre, justement, les deux idées se rejoignent avec un concept qui n'est pas très explicitement formulé par Proust tout au long de l'œuvre, mais qui n'arrête pas de s'illustrer, c'est celle de ce qu'on peut appeler la mémoire traumatique. Et encore une fois, Proust a vraiment anticipé Freud, ou en tout cas eu les mêmes intuitions que lui à la même époque, hein, mais on est vraiment dans du Freud avec la mémoire traumatique. Hein. On sait que Freud s'est beaucoup intéressé à cela, hein, dans les textes comme Au-delà du principe de plaisir, ou alors dans La répétition, il s'est vraiment arrêté sur cette notion de trauma, de traumatisme, et de choses qu'on répète en fait. Hein. Et La recherche du temps perdu est un récit qui repose beaucoup sur la mémoire traumatique. Si le premier volume est, selon moi, loin d'être le meilleur sur les 7, n'empêche qu'il est fondamental, hyper important pour un récit où les choses qui se passent dans l'enfance et dans le passé vont autant compter et continuer de hanter le personnage. Il y a des épisodes comme ça dans Du côté de chez Swann,
le baiser de la maman le soir, l'angoisse d'attendre la maman, de se demander si elle va venir faire un bisou, de ne pas réussir à dormir tant qu'elle n'est pas venue, la sensation de manque, de déchirement, d'éloignement, d'abandon de la mère. La scène de Montjouvin où il surprend une scène lesbienne, sa fille, qu'entre deux filles, une scène très perverse, qui le choque, hein, c'est très jeune pour voir ça, et ça va nourrir son homophobie lesbienne, hein. L'amour de Swann avec Odette, hein, la façon dont Swann a tellement souffert à cause d'Odette, les mensonges d'Odette, la duplicité d'Odette, ses infidélités, sa duplicité. Tout ça, c'est autant d'événements dont le narrateur ne va pas arrêter de se souvenir sans arrêt tout au long du récit, qui vont le rattraper, le hanter, et qui vont en fait fonctionner comme des traumas. Ce sont des traumatismes en fait. Et ce sont des traumatismes qu'il a intériorisés en lui, mais qui vont influencer son comportement, qui vont ressurgir de temps en temps, et qui vont générer des angoisses, qui expliquent ses comportements, sa nature angoissée, les choses qui le stressent, ses vulnérabilités. Et en fait, cette idée comme ça, que des choses qui se sont passées il y a longtemps, hein, qui appartiennent à notre passé, normalement qui sont révolus, qui sont des épisodes terminés, clos, résolus, mais qui continuent comme ça de nous poursuivre, de nous hanter, de nous angoisser, et qu'en fait même on tend à reproduire en fait, hein. On est dans la reproduction, hein, dans la répétition comme le dit Freud, hein. On répète l'incident traumatique, on le répète comme une espèce de catharsis. Ce qu'on veut éviter, ce qui nous fait peur, et bien en fait au contraire on le provoque, on le répète. Cette mémoire traumatique, ça vient vraiment illustrer une des plus belles phrases de Proust, quand il dit que le passé jette sur notre vie une ombre qu'on appelle l'avenir. Le passé jette sur notre vie une ombre qu'on appelle l'avenir. L'avenir, en fait, c'est l'ombre jetée par le passé. C'est quand même joli, et ça illustre bien cette idée de répétition. Pour Proust, l'avenir n'est que l'ombre jetée sur notre vie par le passé. Donc l'avenir est bien dépendant, tributaire, une projection du passé. Donc on paie notre passé sans arrêt. Le passé revient comme ça, projeter son ombre, même sur notre avenir, on croit s'en éloigner, et en fait le passé nous rattrape toujours, et vient répéter les incidents, les traumatismes, etc. Donc vous voyez quand même, c'est une idée forte, hein, une thèse, hein, qui est illustrée par le récit, puisque le narrateur va reproduire comme ça des traumatismes. Le traumatisme de Montjouvin avec la scène saphique, eh bien, il va voir des lesbiennes partout, il va devenir à moitié parano, il voit des lesbiennes partout, ça entretient sa jalousie pour Albertine. Jalousie liée à la dépendance affective, à la peur de l'abandon et dépendance affective qu'il a ressenti que le baiser de la maman. Il projette sur Albertine des peurs, des craintes sur son infidélité, sur ses mensonges, sur sa duplicité, qui viennent de son traumatisme avec l'histoire de Swann. Ça l'a traumatisé l'histoire de Swann avec Odette, il a peur de revivre la même histoire, si bien qu'en fait il la reproduit quasiment. Donc c'est très très important tout ça, cette mémoire traumatique. Et c'est passionnant, et c'est encore une des dimensions de cette théorie du temps qu'il élabore. Donc on peut le voir, la théorie du temps chez Proust n'a rien à voir avec la physique, l'astrophysique, la physique quantique, la science. C'est hors sujet, et on s'en tamponne le coquillard, on n'en a rien à foutre. C'est des geekeries, ça, c'est de la geekerie, c'est des trucs, on s'en fout. Tout ça, c'est dans le ciel, c'est à des années-lumière de nous, c'est l'univers, c'est peut-être passionnant, ça fait peut-être rêver, c'est intéressant de savoir d'où on vient, d'où viennent les choses, comment ça fonctionne, mais ça n'améliore pas les relations humaines, ça ne nous aide pas à nous connaître mieux nous. La réalité, le monde réel en fait, c'est nos ressentis, c'est l'humain, c'est ce que dit Proust en fait, c'est le sujet, c'est ce qui est en nous, c'est nos pensées, nos sentiments. Ça c'est réel, ça c'est palpable, ça on l'expérimente, on le vit. La nature du temps, la nature de l'espace, l'expansion de l'univers, ce sont des choses intéressantes qui peuvent faire rêver, qui peuvent passionner, mais on ne les expérimente pas en nous. Ça ne fait pas partie des relations humaines concrètes, ça n'améliore pas les relations entre humains. C'est sur Terre que se passent les choses, et c'est en nous, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, que s'expérimentent les émotions, les sensations, que se vit le bien, le mal, la morale, la déception, les sentiments, le deuil, etc. C'est ça le monde réel. Dire que ces gens-là, les scientifiques, se croient en prise avec le réel, en fait ils s'en sont éloignés, c'est ce que dit Proust. Le réel n'est pas la vérité. Ces gens-là se croient dans le réel, ils y sont quelque part, ils analysent sans arrêt le réel, ils le questionnent, ils le quantifient, ils le calculent. Mais en fait, ça les éloigne de ce qui est le vrai réel, la vérité, les sentiments, la psychologie humaine, l'esprit. On est tous coincés dans notre tête. C'est ce qui se passe dans cette tête, dans cet esprit, dans nos émotions, dans nos ressentis, dans nos relations, dans nos interactions les uns aux autres, qui est la vérité, que se cache la vérité. Et qu'il y a des choses à creuser, à analyser, à améliorer pour améliorer nos rapports les uns aux autres. Quel est l'intérêt de savoir quelle est la nature du temps ou de l'espace, l'origine du temps ou de l'espace ou de l'univers ou des planètes, si on n'est pas capable de se comprendre entre nous, de s'aimer entre nous, d'analyser nos sentiments, de s'améliorer, etc. Il vaut mieux des personnes qui se comprennent, qui se connaissent, qui s'introspectent, qui comprennent l'amour, qui comprennent l'art, qui combattent le mensonge, que des personnes qui sont capables d'expliquer la relativité. Et c'est ça en fait la grande escroquerie de notre époque postmoderne qui avait anticipé Nietzsche, hein, en disant qu'on n'avait pas tué la vérité, on avait seulement tué Dieu. Donc en fait une autre religion allait apparaître et que ce serait la science.
on se projette dans des concepts et dans des choses qui sont le plus loin possible de nous, tout comme on le faisait pour Dieu. Plus c'est loin de nous, mieux c'est, plus ça nous intéresse parce que ça nous détourne des vrais, entre guillemets, problèmes, des vraies questions, des vraies réflexions, de ce qu'il y a en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos sentiments, dans la moralité, dans l'art, dans la création, dans nos rapports les uns aux autres. C'est là que ça se passe, c'est là le réel. Et donc c'est assez ironique, mais finalement, les artistes en cela, les poètes sont les vrais scientifiques, entre guillemets, sont ceux qui sont vraiment pris avec la vérité. Les scientifiques, c'est eux les rêveurs en fait, c'est eux qui rêvent à des au-delà, à des choses invisibles, à des calculs, tout ça, qui aident le monde à progresser sur un plan technique et en cela qui le rendent meilleur sur un plan de confort, de pratique, qui permettent l'évolution des technologies, qui nous libèrent de certaines choses comme le travail parfois, etc. Il y a un véritable intérêt, des retombées réelles sur nos vies de la science, bien entendu. Évidemment que ça nous fait progresser, que ça invente plein de choses extraordinaires, passionnantes, qui améliorent notre expérience de la vie, notre vie concrète, quotidienne. Mais l'humain, la psychologie humaine, le psychisme, les sentiments, ça c'est ce que les artistes comme Proust essaient de ramener au centre du jeu. Et donc le temps chez Proust, c'est pas un concept scientifique qu'on analyse et qu'on calcule. Proust en a absolument rien à foutre et il n'en sait absolument rien de ce qu'est la nature du temps en tant que dimension, entité, loi de l'univers, etc. Lui, il nous parle du temps en tant que temps perdu, époque perdue, nostalgie, passé, souvenir. Il nous parle du temps par rapport à ses effets sur nous et du temps d'une façon plus concrète et pragmatique, du temps qu'on peut perdre peut-être. Est-ce que la vie c'est du temps perdu? Est-ce qu'on perd notre temps à faire ça ou ça? C'est ça la réflexion de Proust. Et donc forcément ce qui va te perdre avec le temps c'est la mémoire. Et une des théories les plus célèbres de la recherche du temps perdu, qui survole l'œuvre, c'est la théorie de la mémoire involontaire, en fait ce qu'on appelle la théorie des deux mémoires. Il y a la mémoire volontaire et la mémoire involontaire. Alors ça, c'est une théorie qui tient à cœur à Proust depuis très longtemps. Mais voilà, pour Proust, il y a la mémoire volontaire, c'est la mémoire qui vient de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est notre intelligence intellectuellement, on fait un effort pour se souvenir. Vous voyez, c'est l'effort volontaire qu'on fait pour se souvenir de quelque chose. Et il y a la mémoire involontaire. Et elle, c'est celle qui vient d'une sensation qui nous surprend, qui n'a pas été réfléchie, qui n'est pas un effort intellectuel, qui vient malgré nous quasiment par l'émotion. Vous voyez, c'est intéressant. Il y a la mémoire volontaire qui vient de l'intellect, et qui est plutôt limitée. Pour Proust, elle est limitée cette mémoire-là parce qu'elle est limitée à notre mémoire consciente. Vous voyez, c'est quasiment du Freud avant l'heure et c'est l'époque où la psychanalyse émerge et on voit qu'il y a une intuition de la psychanalyse. Comme s'il avait déjà découvert un peu, il avait compris l'inconscient, il avait déjà eu l'intuition de l'inconscient. Et donc, oui, Proust trouve que l'intelligence et donc la mémoire volontaire qui va avec, c'est très limité. C'est limité à notre potentiel au conscient. Le conscient est très limité. Et que c'est limité à nos capacités de mémoire. Alors que la mémoire involontaire de l'émotion, elle est toute puissante. Et donc Proust l'illustre en fait par les sensations, par les sens. Et donc ça, on connaît tous ça, en plus on l'a tous expérimenté, effectivement, par la force d'un parfum, par la force d'une sensation, d'une odeur, ou même d'une musique. Donc ça peut être l'ouïe, ça peut être l'odorat, ça peut être le goût. Par une sensation physique, eh bien, on a en fait un souvenir en fait qui peut ressurgir. On a la mémoire qui s'active. Ce qu'on appelle un tropisme aussi, ce qu'on appelle le tropisme. La Madeleine de Proust, c'est resté l'exemple emblématique. Le narrateur, en fait, en goûtant une Madeleine, en fait, est saisi comme ça à toute une époque de sa vie qui est ressurgie grâce à l'odeur et une sensation. Mais en fait, il y a d'autres exemples en fait, dans la recherche, d'autres moments comme ça où la mémoire involontaire s'active, excitée par une sensation. Généralement, c'est très sensoriel. C'est l'ouïe, c'est la vue, c'est le goût, c'est l'odorat, c'est une odeur. On a tous déjà vécu ça. Ça marche très très bien, effectivement. Et vous voyez, on ne le contrôle pas, ça. Ça nous surprend. Et ça nous surprend, mais c'est d'autant plus puissant. C'est beaucoup plus fort que n'importe quel effort intellectuel. Pour Proust, en fait, l'intellect a des limites. Il est vain. Et c'est l'émotion qui est la plus forte à faire ressurgir le passé. Donc il faut plutôt se fier en fait aux émotions et plutôt se fier en fait aux stimuli des sens, aux stimuli sensoriels. Alors sur un plan beaucoup plus concret et pragmatique, j'aurais pu profiter de ce podcast consacré à Proust et le temps pour parler du temps que prend concrètement la recherche du temps perdu pour la lire. Alors je ne vais pas en parler en détail ici, mais en guise de teaser, je vais quand même répondre rapidement à la question. Parce qu'évidemment, la réputation de Proust le précède, et parmi les préjugés qu'il y a sur son œuvre et les craintes qu'elle inspire, les raisons pour lesquelles elle peut intimider certaines personnes, c'est que ce serait une œuvre fleuve, interminable, hyper longue, un truc quasiment insurmontable. Alors on va être mathématique et statistique. Le livre audio de la recherche du temps perdu en version intégrale, les 7 tomes de la recherche,
cela représente 128 heures de lecture. Alors, cela peut paraître énorme comme ça, mais à titre de comparaison, Harry Potter, 7 tomes aussi, cela représente, en livre audio, 129 heures de lecture. Il y a 1 heure de plus de lecture pour l'intégralité d'Harry Potter par rapport à l'intégralité des 7 tomes de la recherche du temps perdu. Donc en termes de temps concret de lecture, la recherche du temps perdu, c'est la même chose qu'Harry Potter. Donc si la recherche du temps perdu, c'est interminable et insurmontable et impossible à lire, alors c'est pareil pour Harry Potter. Or, Harry Potter est un best-seller. Je n'en dis pas plus ici. Si vous voulez en savoir plus sur le temps de lecture de la recherche du temps perdu, sur la longueur des phrases, sur le nombre de mots, sur le vocabulaire, sur les mots insolites qu'on y rencontre, sur la modernité du langage, sur l'aspect accessible du langage de la recherche, sur le nom des personnages, etc. Eh bien, je vous invite à écouter le podcast que j'ai consacré à tout cela, nom de pays et de personnages, les noms et les mots, et j'explique tout en détail dedans. Et si plus généralement le sujet du temps de lecture vous intéresse, j'ai fait un podcast, pour le coup qui n'a rien à voir avec Proust, hein, ça ne concerne pas spécifiquement Proust, c'est en général. J'avais consacré un podcast au temps de lecture, hein, la lecture et le temps, ça s'appelle. Et justement, j'avais sous-titré ça à la recherche du temps de lecture. Mais ça ne parle pas spécifiquement de Proust, ça s'intéresse voilà, au temps que prend la lecture, où trouver ce temps, etc. Cette question du temps chez Proust, finalement, elle est résolue par l'œuvre d'art. L'œuvre d'art qui permet d'un côté eh bien, de retrouver le temps perdu, l'époque disparue, l'époque perdue, par le tropisme, par la sensation, par l'émotion, par cette forme particulière de souvenir qui est supratemporelle, hein, donc au-delà du passé, au-delà du futur ou du présent, hein, qui est un ailleurs. Et puis, l'œuvre d'art permet aussi de retrouver ce temps perdu par la procrastination, par un retour sur investissement. Puisque tout ce temps perdu, où on a fait autre chose a priori que travailler, eh bien en fait était un temps de gestation, on était en train de couver l'œuvre, et donc ce temps que l'on croyait perdre et qu'en fait on était en train d'investir, eh bien il est récompensé, il y a un retour sur investissement, et donc finalement l'artiste récupère sa mise, puisque tout ce temps qu'il a investi, qu'il avait mis sur la table, qu'il avait sacrifié, qu'il croyait avoir perdu, eh bien il le récupère sous une forme différente, que l'œuvre d'art va pouvoir sublimer, transformer, utiliser, et qui était en fait un temps nécessaire à sa propre gestation. Et donc dans ce temps de gestation, dans ce temps perdu, il y avait effectivement les relations, qu'elles soient amicales, familiales, mais bien surtout amoureuses, et la souffrance que ça a pu générer, cette souffrance qui est créatrice, donc qui est étroitement liée à l'art. Hein. Vous voyez, donc l'amour et l'art se répondent, hein, parce que l'amour est cause de souffrance, et cette souffrance elle-même est créatrice et mène tout droit vers l'art. Donc encore une fois, c'est l'œuvre d'art qui permet non seulement de retrouver le temps perdu, mais aussi de dépasser, de sublimer et de transcender les sentiments qu'on a vécus, les blessures, les déceptions, toute la souffrance. Mais bon, là c'est un autre sujet, c'est d'autres dimensions, et donc je vous invite à écouter la suite de ces podcasts où on va se pencher tout particulièrement sur l'amour, la notion d'amour selon Proust, et puis l'art, hein, l'œuvre d'art, la création et la souffrance créatrice selon Proust.